Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, ça y est, le live commence. Je voyais certains qui nous partageaient que vous étiez avec un écran, avec des plantes vertes. Normalement, ça y est, vous devez voir les slides et me voir. J'attends simplement une petite confirmation pour commencer que tout commence. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez et vous me voyez et vous voyez les slides aussi. Et donc, on va pouvoir commencer ce webinaire ensemble. Donc, on est parti sur 1 heure. Je vais vous faire une présentation sur 35-40 minutes et puis on va se garder le reste du temps, les 25-20 minutes restantes pour des questions. Donc, on va parler de la psychologie positive et du job crafting au service du maintien dans l'emploi. Il y avait aussi cette notion d'absentéisme qu'on va pouvoir réaborder ensemble. À savoir que cette présentation, ce webinaire est une présentation d'une formation qu'on fait sur 2 jours à Montpellier au mois de septembre. Donc, vous aurez les informations dans la suite du webinaire. Donc, c'est une présentation. Je ne peux pas pouvoir approfondir tous les sujets, mais je vais essayer à la fois de vous donner suffisamment d'éléments pour que vous ayez une idée concrète de ces thématiques, que vous sachiez un peu quoi en faire et comment les utiliser. Et puis attiser aussi votre curiosité pour aller plus loin. Vous verrez qu'il y a beaucoup de ressources, des articles, et puis encore une fois, cette formation qui nous permettra d'aller approfondir tout ça. Donc, la psychologie positive et le job crafting, on va voir qu'est-ce que c'est en plusieurs choses. Et normalement, mes slides doivent dérouler. Vous allez me dire si c'est le cas. Commencer par celle-ci pour me présenter auprès de vous. Donc, je suis Justine Chaban, je suis psychologue. C'est mon métier, psychologue avec une spécialisation dans le monde du travail et de l'entreprise, où je fais de la formation. Et j'ai une spécialité dans mon travail qui est la psychologie positive, une spécialité que j'ai acquise en étant associée au cabinet Positran, auprès de la chercheuse que vous voyez à côté de moi, qui s'appelle Ilona Bonuel. On a écrit ensemble un livre aussi sur la thématique, si vous voulez aller plus loin, mais on va parler ensemble de ce que c'est. D'ailleurs, dans le premier objectif de ce webinaire, nous allons voir ce que c'est que la psychologie positive en milieu de travail, quels sont ses bénéfices et en quoi elle sert le maintien en poste. Ensuite, on verra des éléments concrets, parce que la présentation, je veux aussi vous donner des billes pour que vous puissiez, au sein de votre travail, voir qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez comprendre les choses et quels leviers vous pouvez activer dans vos missions. Et on finira par une sensibilisation à une méthode intéressante qui s'appelle celle du job crafting. Le job crafting, c'est vous verrez, une recherche d'optimisation, d'adéquation entre la personne, le travailleur, le salarié et son poste de travail. Avant de partir plus vite, je regarde simplement si c'est bon pour vous et si les slides défilent bien. Ça marche, ça a l'air de bien marcher. Donc, on continue ensemble. Pour commencer par cette première partie, la psychologie positive au travail pour le maintien dans l'emploi. Alors, avant de commencer à rentrer dans la psychologie positive, je voudrais qu'on parle un petit peu du monde médico-social, de la santé au travail. En fait, généralement, où on en est aujourd'hui dans ces milieux qui nous intéressent, parce que vous êtes aussi le public de la formation, et aussi comprendre avec des enquêtes, c'est ce que j'aime bien faire, aller sentir un petit peu le terrain. On voit qu'il y a quelques difficultés aujourd'hui dans ces milieux, en particulier celle de la difficulté à recruter, avec un grand nombre de postes vacants, 5% des postes qui sont vacants par rapport à une moyenne nationale d'1,58%. Donc, de la difficulté à recruter et à fidéliser, à garder les gens, parce qu'on voit aussi un taux de turnover à 11%, avec des difficultés qui sont relatives aux conditions de travail, aux contrats CDD qui sont proposés, à des revalorisations de salaire. On voit aussi qu'il y a aussi une thématique en termes d'arrêt de travail, parce que dans le milieu, par exemple, médico-social, il y a une progression de 41% des arrêts de travail entre 2016 et 2019, d'après ce rapport de la Cour des comptes que j'ai trouvé. Et on voit donc, avec ces différents chiffres, on sent que le sujet des risques psychosociaux, comme le dit le rapport de la Cour des comptes, devient un sujet essentiel à réfléchir pour continuer à développer l'attractivité de ce secteur, de continuer à entretenir une qualité de service et donner aux gens de venir dans ce milieu et d'y rester. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment on peut répondre à ces enjeux et en quoi la psychologie positive est une des réponses. Important de vous dire ça parce que je suis bien au clair qu'elle n'est pas la seule réponse, mais elle est une réponse parmi d'autres.
Je vous propose alors de réfléchir à cette notion des RPS que vous connaissez. Eh bien, on va glisser de cette notion du risque psychosocial qui a des obligations légales vers celle de la QVCT, donc la qualité de vie au travail et les conditions de travail. Et nous, en psychologie positive, on aborde ce sujet par l'angle de deux thèmes très importants, la satisfaction et l'engagement. C'est ça qu'on va chercher auprès des personnes avec qui on travaille. On va essayer auprès de ses collaborateurs, des différents corps de métier, de développer et de renforcer chez eux la satisfaction et l'engagement. Alors, il faut bien avoir en tête ces deux notions, l'engagement et la satisfaction. Parfois, quand on parle de QVT, QVCT, quand j'interviens dans les entreprises, où on me parle souvent de la satisfaction et on imagine, ou on a peur parfois de ce cadran en bas à droite de ma slide que vous voyez, de personnes heureux au travail, mais qui ne sont pas forcément les plus performants parce que plutôt dans le côté, on va dire, jovial, à s'amuser et moins engagé, c'est-à-dire motivé à faire ce qu'il y a à faire. Donc, les deux notions clés, c'est d'à la fois viser la satisfaction et de l'engagement. De l'engagement tout seul, ce ne serait pas non plus une réponse, parce que l'engagement tout seul, c'est cette infirmière épuisée, fatiguée, qui serait très engagée, mais peut-être peu satisfaite de son travail, et non plus, du coup, pas l'équilibre que l'on cherche. Évidemment, l'équilibre en bas à gauche n'en est pas un non plus. Celui-là, dans le monde du travail, on l'appelle parfois le bore-out, l'ennui, l'apathie, pas envie de faire. C'est ni engagé, ni satisfait dans ce que l'on a à faire. Et pour finir, ce cadran en haut à droite, celui que l'on vise, qui est cet juste équilibre entre à la fois de l'engagement et de la satisfaction. Donc, si vous aviez à retenir qu'est-ce que c'est que la psychologie positive au travail, et bien finalement, elle répond à cette équation de recherche de satisfaction et d'engagement pour une performance durable. Non pas une performance uniquement financière, une performance de faire les choses de façon optimale dans la durée et s'y sentir bien, d'accord ? Pas avec une mauvaise intention, vraiment être bon dans ce que l'on fait dans la durée. C'est ça la psychologie positive et c'est ce que l'on cherche à atteindre. Mais j'ai pour vous une première question. Alors, vous allez me dire si mon sondage fonctionne. À votre avis, quel est le pourcentage de personnes satisfaites au travail ? Est-ce que vous arrivez à voir le sondage qui apparaît devant vos yeux ? Vous avez 1 minute pour y répondre. Quel est, d'après vous, le pourcentage de personnes satisfaites au travail ? Encore quelques instants. Ok, ça continue à bouger. Alors, je continue pendant la fin du vote à vous proposer une définition de ce que c'est que la satisfaction au travail. C'est équivalent à ce qu'on appelle le bien-être au travail et on mesure la satisfaction au travail et les émotions reliées au travail. Donc, s'il y a satisfaction, émotion positive. S'il y a insatisfaction, peut-être des émotions qu'on dit désagréables. Allez, je vous partage les votes. Vous dites qu'il y a 33% vous êtes 57% à dire que le pourcentage de travailleurs français satisfaits au travail, c'est 33%. Vous avez raison, vous avez trouvé le bon chiffre, donc un gros tiers des travailleurs français se disent satisfaits au travail. Bon, ça fait un tiers. Alors pour certains, vous allez dire que c'est déjà pas mal, et puis pour d'autres, vous direz qu'il reste encore quand même 2 tiers à essayer d'amener vers ces émotions plutôt agréables au travail. Dans cet indice que vous voyez ici, on essaye de favoriser le cadran en haut à droite, de l'enthousiasme, plutôt éprouver des émotions agréables au travail. Et on sait que cette satisfaction au travail, si on l'atteint, elle amènera à plus de fidélité, plus de productivité, plus de rentabilité, une meilleure performance, un travail plus efficace. Donc, elle est éprouvée, elle est montrée comme ayant un impact sur les entreprises, d'ailleurs un impact sur les travailleurs, mais aussi sur la santé financière des entreprises. Souvent, un argument qu'on m'amène en disant « oui, bon, c'est bien pour les gens, mais est-ce que ça va être bien pour mon institution, pour mon organisation ?» Oui, on le voit aussi.
J'en profite ici parce que vous voyez des petits noms en bas de mes chiffres avec des points 0, point 31. En fait, c'est toutes les recherches sur lesquelles on s'appuie en psychologie positive parce que cette discipline est parfois un petit peu pensée comme une discipline de développement personnel, des fois un peu mal considérée. On va dire qu'une de ses caractéristiques à la psychologie positive, c'est qu'elle s'appuie, elle fait de la recherche et elle tente de regarder les leviers fonctionnels et de regarder en comparant des groupes qui font, des groupes qui ne font pas. Donc, on est sur une discipline qui amène ça. Et quand vous voyez des petits noms, c'est des ressources sur lesquelles vous pouvez aller chercher des informations plus loin ou des articles référents. Allez, je continue pour vous partager le deuxième levier dont on parle dans cette première partie de la psychologie positive, c'est l'importance de l'engagement. L'engagement ici, alors deuxième sondage pour vous. À votre avis, combien de personnes en France se disent engagées au travail? Engagé, ça veut dire que l'on est dans son travail, on est dans un état de bien-être positif, affectif et motivationnel qui se caractérise par de la vigueur, de l'absorption et du dévouement. Ça veut dire qu'on est là à faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire on va travailler, on se retrouve dans des situations parfois de flow, c'est-à-dire qu'on est dedans, qu'on oublie le temps qui passe, on est vraiment motivé à faire les choses. Et là, combien vous me diriez de pourcentage de travailleurs français engagés, donc qui sont dans ce cadran ici, en haut à droite du cadran plutôt, et non pas dans la partie que vous voyez plutôt en rouge, dans la fatigue, dans l'épuisement, dans l'ennui, dans l'aversion ou en sur-régime. Ah, ma réponse est partie, je crois, au milieu de vos votes. Et vous étiez en train de répondre à 30%, 30%, 6 ou 33%. Et vous étiez plutôt à penser qu'il y avait 63% des personnes, des travailleurs français engagés, et non, il y en a. Alors, dans une étude internationale, le Gallup, 6%, dans notre étude française, 33%. Donc, on est loin des 63% que vous voyez, ce qui veut dire ici, encore une fois, qu'on a du travail à faire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve peut-être à plus de 400 personnes intéressées ici par le webinaire du maintien dans l'emploi, de la lutte contre l'absentéisme, parce que on cherche ce levier à le renforcer, celui de l'engagement. S'il est boosté, cet engagement, s'il est travaillé, il nous favorise de l'avantage concurrentiel, on attire les personnes, on a envie on booste aussi la performance, des rendements financiers, on booste ce qu'on appelle l'intention de rester. Très important, c'est l'inverse du turnover dont on parlait. Il y a une croissance importante des personnes à la fin satisfaites, alors dans des milieux d'entreprise des clients, mais dans vos milieux, des personnes accompagnées, les entreprises, les collaborateurs des entreprises adhérentes, ces personnes à la fin vont s'engager. Donc, vous l'aurez compris, ce qu'on cherche ici, c'est cette équation, satisfaction plus engagement. Et si je le mets dans un modèle qui est repris, le modèle POP de Positrans, on cherche à favoriser la satisfaction, comment on va d'aller vers cette en haut à droite dans ce cadran, et dans l'étape de comprendre comment va notre travail, toujours aussi de viser la partie bleue. Alors, on est d'accord qu'on n'est pas en permanence dans ce cadran-là, mais on essaye d'aller de ce côté-là, on essaye de comprendre ce qui se passe et voir ce qu'on peut faire pour favoriser ce mouvement. Cette slide, je vous la propose comme un outil, un premier outil pour moi, parce que quand on accompagne des personnes sur leur état au travail, c'est intéressant de le proposer comme une sorte de diagnostic. Où sont les gens, où ils se positionneraient ici? On est tous passés par tous les cadrans, il n'y a pas de meilleur cadran, on va dire, il n'y a pas d'injonction d'être dans un cadran. Évidemment, au haut à droite, on se sent mieux qu'en bas à gauche. On est d'accord avec ça. Je continue avec vous, du coup, pour comprendre, mais pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut faire, d'accord? C'est notre deuxième partie du webinaire, c'est les leviers concrets à activer. Oula, je suis passée sur la slide. Quels leviers concrets on peut activer pour comprendre où on en est de cette équation, mais aussi pour mettre des choses en place? Alors, il y a, avant de vous parler des 18 leviers, on va parler des 3 types de ressources qu'on peut actionner pour engager. Ces 3 types de ressources, elles sont importantes parce qu'elles reprennent les 3 acteurs concernés. Premier type de ressources, celles organisationnelles, celles qui sont relatives à mon institution. Deuxième type de ressources qu'on appelle les ressources du rôle au travail, ce qui touche directement à mon travail. Et le troisième type de ressources, c'est les ressources personnelles, ce qui dépend de moi en tant que personne, en tant qu'individu.
Et on va voir que dans chacun de ces types de ces ressources, on a des leviers spécifiques sur lesquels on peut proposer des actions concrètes. Je vais vous les présenter. Il y en a à chaque fois 6 par ressource, donc on va en évoquer certains et creuser d'autres. On commence par les ressources organisationnelles, d'accord, ce qui est relatif à mon institution. Qu'est-ce que peut proposer mon institution pour favoriser l'engagement des salariés, des collaborateurs, des personnes que l'on accompagne? Eh ben, on s'intéresse à des sujets comme le salaire et les avantages. On est d'accord pour celui-là, je pense qu'il est communément admis, qu'il favorise notre engagement, notre satisfaction. Mais pas que. Toutes les notions de management et de leadership sont aussi considérées comme des leviers importants à favoriser. La qualité du management, des interactions, par exemple, avec notre N+1 sont à valoriser pour renforcer notre satisfaction et notre engagement. La confiance, qui est partagée aussi, est un point clé. Les conditions de travail, alors ça a été d'autant plus probant pendant la période du Covid, comme étant un levier d'engagement et de satisfaction. Et je crois aussi, sans que vous allez pouvoir être d'accord avec moi, dans le milieu des milieux de la santé au travail, celui du médico-social, il y a un levier qui est très fort et qui ressort souvent dans les études comme un des leviers les plus forts d'engagement et de satisfaction, ce qu'on appelle la mission positive, ce à quoi sert mon entreprise. Donc ça, à ce niveau-là, vous pouvez proposer des dispositifs. Tout ce qui est dans les obligations de prévention de la désinsertion professionnelle se retrouve ici dans des dispositifs d'accompagnement. Je crois que je vous ai mis une slide d'un dispositif qui est proposé par l'ARACT et l'ARS sur l'absentéisme dans les établissements médico-sociaux. C'est tout ce qu'on peut proposer à une échelle plutôt institutionnelle. Au niveau du rôle au travail, ce qui touche à mon travail direct, quels sont les leviers qui peuvent ici jouer? Eh bien, il y a les leviers de ce qu'on appelle la structure et la clarté. Est-ce que je sais bien ce que j'ai à faire et est-ce que c'est bien délimité ce que j'ai à faire par rapport à ce que les autres ont à faire pour pas qu'il y ait des doublons de travail et qu'on soit bien à la fois encadré dans ce qu'on a à faire et bien reconnu dans les livrables qu'on peut donner. C'est très important ici parce qu'il y a souvent des chevauchements et on le voit par exemple dans la notion des entreprises libérées. Eh bien, on peut parfois, certes, se libérer de structures ou d'étapes hiérarchiques, mais il faut qu'il y ait une structure et une clarté très claire pour que ça marche. S'il y a une mauvaise organisation à ce niveau-là, ça va beaucoup impacter notre levier d'engagement et notre levier de satisfaction. Dans les autres ressources du rôle au travail, on a la notion de diversité, faire des tâches variées. On a aussi celle du sens du travail. À quoi sert ce que je fais tous les jours? C'est ça la différence par rapport à la mission. C'est vraiment concrètement mon travail direct. À quoi il sert? Et puis une autre notion que vous connaissez peut-être qui s'appelle la notion de l'autodétermination. On parle ici de 3 leviers importants. Est-ce qu'on favorise l'autonomie des personnes avec qui on travaille ou des personnes de nos collaborateurs? Est-ce qu'on booste leur maîtrise, c'est-à-dire qu'on fait cette adéquation entre ce dans quoi ils sont bons et compétents et les tâches de travail qu'ils ont à faire? Et est-ce qu'on favorise des bonnes relations au travail? Voilà les ressources sur lesquelles on peut appuyer. Il faut les voir comme des indicateurs et on peut proposer des actions. Alors, dès qu'on propose quelque chose, par exemple, qui favorise les relations professionnelles, on peut se dire ici qu'on met une pièce pour activer l'engagement et la satisfaction au niveau des relations. Je voulais vous faire un petit zoom ici sur un levier qui est très important en psychologie positive qui s'appelle les forces. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà très bien, mais bon, certains d'autres d'entre vous découvrent. On dit que pour renforcer l'engagement des collaborateurs, et certes, à la suite, leur satisfaction, il faut apprendre à miser sur les forces. Et les forces, en fait, c'est pour répondre à cette question, sur quoi vous appuyez-vous pour faire votre travail? Est-ce que vous vous appuyez sur des choses que vous avez appris à développer, ce qu'on appelle dans notre jargon des compétences, ou est-ce que vous vous appuyez sur vos forces? Et pour juste donner un petit vocabulaire et une compréhension de cette idée, c'est que les compétences, c'est des choses qu'on a appris à développer avec le temps, mais qui nous prennent de l'énergie. Alors que les forces, c'est des choses que l'on fait naturellement, depuis toujours, qu'on a certes investi, mais qui nous correspondent complètement. Et cette notion est très importante parce que
pour ceux d'entre vous qui travaillent et accompagnent les arrêts de travail, d'épuisement, de burn-out ou de bore-out d'ennui, en fait, cette adéquation va être importante. Réfléchir et comprendre qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire ce qu'ils ont à faire et est-ce que ça marche bien, cette adéquation, et est-ce qu'on est sur une adéquation de force avec les tâches et non pas de compétence avec les tâches. On pourrait prendre n'importe quel corps de métier, mais prenons l'éducateur spécialisé qui va accompagner des enfants. Qu'est-ce qu'il utilise concrètement quand il est avec les enfants lorsque il fait une activité ludique, par exemple? Est-ce que il est plutôt en train d'utiliser sa force de l'action, et c'est quelque chose de très dynamisant? Il utilise de la stratégie, pour lui, c'est quelque chose de très boostant. Ou est-ce qu'il est en train plutôt d'utiliser une autre force comme, par exemple, celle de la compétition, qui, pour lui, n'est pas quelque chose de très stimulant? Vous comprendrez que cet éducateur spécialisé, en fonction du choix qu'il fait, il va gagner de l'énergie ou en perdre. Et s'il continue à gagner de l'énergie et des forces, eh ben, il continue à entretenir sa satisfaction et son engagement. Si par contre, il est sur son sujet des compétences, il va pouvoir et apprendre, on a appris à le faire, donc on sait bien le faire, mais on perd de l'énergie au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, ce qu'on risque, c'est de perdre son énergie, être fatigué, être épuisé, plus avoir envie, plus se sentir satisfait et tomber du côté du cadran que je vous montrais en bas à gauche. Donc, on cherche en psychologie positive à identifier nos forces et les mettre au service de notre travail. Donc là, sur cette slide, je vous ai mis plein de noms de forces. Vous avez vous retrouverez dans les ressources de quoi passer des tests sur les forces. Vous avez les cartes des forces. Vous avez plein de choses qui peuvent vous aider à identifier ce jeu-là des forces des personnes avec qui vous travaillez et de les aider à bien comprendre s'ils les mettent, elles, au service de leur travail. Je vous ai pas dit au début, mais vous avez toutes les ressources, vous avez les slides qui sont déjà téléchargeables et puis en plus, vous avez des ressources à l'intérieur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vois, il y en a qui se baladent dans le chat et on les reprendra à la suite de ce webinaire. On slide sur notre troisième type de ressources, les ressources personnelles. Qu'est-ce que on peut m'aider à renforcer, moi, en tant qu'individu dans mon travail, pour que je me sente satisfait et engagé au travail? Parfois, les entreprises n'osent pas aller vers ces sujets parce qu'elles ont peur qu'elles soient que pour l'individu et que ce soit intrusif d'y aller. Mais pour autant, on voit que ces sujets sont très importants et ils sont à adresser, en tout cas à comprendre et puis à pouvoir regarder. Dans ces ressources personnelles, on va trouver des notions comme l'importance de la vitalité, tout ce qui va prôner la santé, la nourriture, bien manger, bien bouger aussi. On parle aussi de la satisfaction du temps, non pas de la gestion du temps, mais est-ce que je suis satisfait de la façon dont je passe mon temps? Et ça, c'est une bonne question à poser. Est-ce que vous êtes satisfait de la journée la façon dont vous passez votre temps sur cette journée de travail? Qu'est-ce qui vous permettrait en être satisfait? Posez-vous ces questions ou posez ces questions qui permettent aussi de s'assurer qu'on est en phase avec la façon dont on passe notre temps. On a aussi le sens de la vie qui est un levier important dans l'engagement et la satisfaction au travail. J'ai toujours en tête l'exemple d'un manager que j'accompagnais en coaching et qui me disait « mais ce collaborateur, il est très bon, mais j'aimerais le rendre encore plus engagé, je sens que je pourrais faire quelque chose ». Et en fait, dans l'échange qu'on avait eu, je fais un très grand raccourci, mais ce collaborateur, il avait, par le questionnement avec le manager, expliqué que son travail pour lui était important, mais ce qui comptait le plus, c'était son activité de musicien. Il était batteur dans un groupe et faire ses tournées le week-end avec son groupe. Et il comprenait, et c'est ça le sens de la vie, c'est mettre en adéquation ce qui compte dans notre vie et notre travail, et voir évidemment si le travail a une grande part importante dans notre sens de la vie en général, ça va booster notre engagement et notre satisfaction. Si par contre le travail est qu'une partie de ce qui compte pour nous, eh bien on va être un peu moins satisfait, un peu moins engagé peut-être à passer nos 10 heures par jour au travail ou en tout cas une grande partie de notre temps à travailler. Donc, c'est des questions qu'on adresse et puis évidemment, à chaque fois encore, on peut travailler ces leviers. J'interviens énormément sur ces sujets du sens au travail en essayant de faire bouger ou en tout cas stimuler ce qui amène du sens. On a 3 leviers sur les 6. Parmi les autres, on a ce qu'on appelle l'état d'esprit positif qui correspond à avoir
une vision des choses optimiste, de la confiance en soi, dans sa capacité à réussir. On voit aussi des notions autour de la résilience qu'on va voir dans quelques instants ici avec la flexibilité mentale. Et puis, on parle d'agilité émotionnelle et des émotions. Et c'est celui-là sur lequel je vais vous proposer de faire un petit zoom tout de suite. Parce que les émotions, c'est important au travail et non pas un sujet à éviter, mais bien un sujet à aborder. Je pense en particulier, quand on travaille sur la satisfaction, l'engagement des personnes, c'est important d'aller pouvoir réfléchir où on se trouve sur ces notions. Et moi, ce que j'aime bien utiliser dans cette vision de l'agilité émotionnelle, c'est cette notion de faire de ces émotions des alliés, comprendre que toutes les émotions sont importantes, mais que on cherche à la fois les identifier et les apprivoiser. Je me sers d'un cadran qui s'appelle le cadran des émotions d'un chercheur qui s'appelle Russell, que vous voyez ici. Il a fait un cadran en disant, bon voilà, on a 4 types d'émotions. Des émotions plutôt désagréables, des émotions plutôt agréables, et on a des émotions qui nous boostent et des émotions qui nous freinent, on va dire comme ça. Ce qui est intéressant quand on vit des émotions, c'est d'aller comprendre où on est dans ce cadran. Et il a identifié 4 zones assez percutantes, je trouve. La zone de performance, ça c'est quand on est dans des émotions positives, tout va bien et ça nous booste, comme la joie par exemple, et ben on est bon, on est heureux, on est satisfait, on est en haut à droite de ce cadran qu'on voyait tout à l'heure, on avance bien. Parfois, on est malheureusement dans une zone plus noire, la zone d'épuisement, de fatigue, on n'est pas trop dans notre assiette, plutôt des fois une mauvaise nouvelle, triste, fatigué. On va se retrouver ici dans les émotions désagréables qui nous plombent. On a aussi une zone qui s'appelle la zone de survie, donc plutôt des émotions désagréables, mais plus vives, comme par exemple la colère, qui existe parce qu'on en a besoin. Une émotion, elle n'est pas là pour nous faire vivre quelque chose uniquement de compliqué, elle est là pour nous faire passer un message. Donc, si on est dans cette zone-là, c'est qu'on a besoin, c'est pour ça qu'on appelle ça la survie, besoin de passer par ça pour sortir les choses et passer à autre chose. Et on a un autre cadran qui s'appelle la zone de récupération, comment je reprends de l'énergie. Et cette zone s'appelle la zone de récupération. Cet outil, je m'en sers dans mes accompagnements individuels et collectifs pour comprendre et prendre la température d'où en sont les gens que j'accompagne. Et ce que j'ai observé, c'est 4 apprentissages principaux. Le premier, c'est que quand on est dans la zone d'épuisement, on cherche souvent à partir dans la zone de performance. On cherche à faire ce yo-yo. Sauf que ce yo-yo, il n'est pas possible. Très difficile de passer de la zone d'épuisement à la zone de performance d'un coup. Donc, quand on est fatigué, la meilleure chose à faire, c'est soit de prendre un temps de récupération, c'est-à-dire de glisser de ce cadran-là vers le cadran vert pour viser la performance, ou alors, parfois, c'est nécessaire de passer par la zone de survie pour atteindre la performance. Donc, prendre le temps d'identifier le chemin à faire et trouver concrètement ce qui m'aiderait à la fois peut-être à récupérer ou à exprimer mes émotions désagréables activantes. Deuxième apprentissage que j'ai pu voir, c'est celui de la crainte de passer par la zone de survie, la crainte de réceptionner, par exemple, de la colère d'un collaborateur, d'un travailleur, d'un éducateur, d'une personne accompagnée. On craint cette zone de survie et pourtant, elle porte bien son nom, elle est parfois indispensable. Donc, mon petit conseil pour ça, c'est à la fois être capable de l'accueillir, mais bien de se rappeler que s'il y a de la colère, c'est parce que derrière, il y a quelque chose, un message, une valeur qui est bafouée, quelque chose à entendre derrière juste l'agacement. L'autre apprentissage que j'ai eu dans mes accompagnements, c'est celui de la zone de performance. Parce que quand on demande aux gens, mais où vous aimeriez être sur ce cadran, tout le monde veut être en haut à droite, la plupart des gens. Sauf qu'on comprend on comprend que ce cadran, il est bien, mais il est comme j'ai mis les ailes d'Icare. À force de vouloir se rapprocher du soleil, on se brûle les ailes. Si on cherche que la performance et d'être toujours en haut à droite de ce cadran, eh ben on risque de se fatiguer et de faire un aller direct dans la zone d'épuisement. Quatrième et dernier apprentissage de cet outil, et à la fois, vous comprenez, c'est des outils, mais pour comprendre et pour accompagner, on parle de la zone de récupération. Et ce que j'ai souvent vu dans le champ du travail, c'est que cette zone de récupération, elle est oubliée. Personne nous dit qu'il a particulièrement envie d'être dans cette zone de confort, de récupération. Et pourtant, il faut y passer, y aller régulièrement pour reprendre de l'énergie et pouvoir rester dans les zones d'activation. Donc, important de faire des activités qui nous permettent de
redescendre la charge émotionnelle, de se ressourcer. Et donc, une zone particulièrement importante. Voilà ce qu'on peut dire sur les outils. Alors, sur ces leviers, on pourrait en dire à chaque fois, à la fois vous présenter des modèles et vous aider en vous partageant des pratiques. Mais ce que je voulais dans cette première étape, c'est vous faire comprendre l'intégralité de ce modèle de la psychologie positive au travail pour le maintien dans l'emploi. Comprendre que l'on cherche l'engagement, la satisfaction et c'est ces deux facteurs qui amènent à la performance durable. Identifier où on est, comment ça va dans ce premier cadran central, comment va notre travail dans ce deuxième rond, et puis comprendre pourquoi on en est là, qu'est-ce qui marche comme levier pour nous ou qu'est-ce qui ne marche pas, et ensuite identifier ce qu'on peut faire, ce qu'il y a à faire pour booster les leviers de notre engagement. Donc vous pouvez vous poser la question, si vous accompagnez les personnes, comment ils sont sur ces 18 leviers, est-ce qu'il y a des leviers à booster et qu'est-ce que vous pouvez faire ou les accompagner à faire pour renforcer cette satisfaction et cet engagement. N'oubliez pas cet apprentissage important que trois acteurs sont concernés, les personnes, les institutions et on va dire l'alliage des deux, c'est-à-dire le travail, s'intéresser au travail effectif. Et ici, ça remet au centre l'importance de cette responsabilité partagée qui est indispensable pour ne pas en permanence soit faire porter le chapeau par l'institution, soit faire porter le chapeau qu'aux travailleurs. C'est vraiment une synergie qui doit fonctionner. Voilà pour nos deux premières parties. Donc, la psychologie positive au travail, c'est cette recherche d'adéquation. Et les leviers activés, c'est ces 18 leviers classés dans les 3 ressources qu'on vient de voir. Et pour les 5 minutes qui nous restent de ce webinaire, je voudrais vous parler d'une méthode qui s'appelle le job crafting. La méthode du job crafting. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'est le job crafting, mais je suis contente parce que il y a 5, 7 ans ou 7 ans, quand je suis arrivée dans la psychologie positive, je découvrais ce terme, j'en entendais très peu parler, puis depuis quelques années maintenant, on commence à le voir sortir de l'ombre, ce mot, et c'est vraiment génial parce que c'est une méthodologie très intéressante qui va nous permettre de réfléchir à façonner notre travail. Allez, je vous explique à travers cette première vidéo. Les chercheurs qui se sont intéressés, qui ont, on va dire, théorisé le job crafting, ils en sont arrivés parce qu'ils observaient du personnel dans l'hôpital, des femmes, des personnes employées pour faire le ménage dans l'hôpital. Et puis, ils sont allés poser des questions à ces travailleurs en leur demandant qu'est-ce qu'ils faisaient leur travail, quelles étaient leurs tâches, comment ils se sentaient au travail. Et puis, une première majorité des personnes ont parlé de leur travail en répétant les tâches presque mot pour mot qui sont dans leur fiche de poste, en expliquant ce qu'ils avaient à faire, comment ils faisaient. Et puis, ils ont vu se démarquer des déviants positifs, c'est comme ça qu'on les appelle dans notre courant, mais des personnes qui étaient particulièrement satisfaites, particulièrement engagées au travail. Et puis, c'est souvent l'exemple que donne la chercheuse Amy Wrenewski, elle dit une de ces personnes qui s'occupait du ménage pour les personnes dans le coma et qui avait contribué à changer les décorations dans les chambres des personnes alitées, personnes dans le coma. Et là, ma slide ne part pas, mais voilà ce que je voulais vous montrer. Changer les décorations d'une chambre à l'autre de personnes qui ne semblaient pas pouvoir, elles, bouger. Et donc, ces personnes, quand on a demandé à cette dame, mais pourquoi vous faites ça? C'est des personnes dans le coma, elles ne voient pas forcément les décorations. Cette personne, elle expliquait qu'elle ne faisait pas ça parce que c'était quelque chose qu'on lui demandait, évidemment, mais elle faisait ça parce que ça faisait partie d'elle-même. C'est ça la phrase qui est citée, ça ne fait pas partie de mon travail, ça fait partie de moi. Pour elle, ça avait du sens de continuer à entretenir la vie autour de ces personnes qui étaient dans le coma, de leur donner de la stimulation. Et ces études ont été reproduites. On a vu, par exemple, que dans des personnes à mobilité réduite ou des personnes hospitalisées, le fait de changer l'environnement des chambres pouvait avoir un véritable impact sur leur développement de santé, de récupération, etc. Donc, quelque chose de spontané, mais ce qui est important chez cette personne, c'est qu'on ne lui a pas demandé de le faire.
elle l'a fait spontanément et elle, ça a donné une saveur particulière à son travail. En fait, elle s'est dessinée un travail à son image, qui lui parlait. Et c'est important, cette notion dans le job crafting. Mais pour moi, quand je bafouille en vous disant ça, c'est parce que la notion qui va, c'est que le job crafting marche si on est dans une notion gagnant-gagnant. Il faut à la fois que ce soit évidemment gagnant pour la personne qui introduit ça dans son propre travail, mais aussi que ce soit gagnant pour le service, l'institution, c'est-à-dire que personne en soit lésé. Si on passait toute la journée à décorer au lieu de nettoyer les chambres, évidemment, ça ne marcherait pas. Donc, gardez en tête que le job crafting marche s'il est dans une notion gagnant-gagnant. Le job crafting, pour vous donner d'autres termes, on a dit artisanat de l'emploi, je façonne mon travail à mon image. Il y a des chercheurs connus que je vous laisse retrouver sur cette slide, vous pourrez aller voir, il y a même des échelles pour voir. Le but étant de faire en sorte que notre poste coïncide avec nos capacités. Et puis, on peut crafter différentes choses, c'est-à-dire nos tâches, nos relations et notre perception. Alors, je vous explique un petit peu à quoi ça sert, comment on fait pour crafter son travail. Première chose à faire, il faut faire le point sur son travail. Identifier les tâches, les relations, peut-être les problématiques que vous avez dans votre poste. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais ici, on ne parle pas d'un point large, on parle de rentrer vraiment spécifiquement dans ce que vous faites. Essayez de lister l'ensemble des choses que vous avez à faire. Par exemple, une de mes tâches professionnelles, c'est d'animer des conférences. Les relations que j'ai, c'est d'animer les relations avec Actif pour faire cette conférence. Voilà. Mais lister le plus précisément possible. Une fois qu'on a fait ce point sur le travail, on va l'analyser et se dire, ligne par ligne, comment je me sens au niveau de mes émotions, c'est-à-dire est-ce que j'aime faire ça ou non? Est-ce que je suis plutôt dans des émotions agréables ou désagréables, comme notre cadran juste avant? Qu'est-ce que j'utilise pour faire cette tâche ou pour entretenir cette relation? Est-ce que je suis dans le domaine de mes forces? Est-ce que c'est des choses qui m'animent, qui m'activent, qui m'énergisent? Ou est-ce qu'au contraire, je suis dans le domaine de mes compétences? Je sais le faire, mais ça me mange un peu d'énergie. Et une troisième chose dont on peut parler ici, c'est celle du sens. Est-ce que cette tâche, elle me parle? Est-ce que je la fais parce que ça compte pour moi? Est-ce que je la fais parce qu'il faut que je la fasse? Donc, on analyse spécifiquement son travail à travers ce prisme des émotions, forces et sens. Une fois qu'on a déroulé toute cette analyse spécifique, on va décider ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut garder les choses telles qu'elles sont? Est-ce qu'on veut les faire évoluer, le faire plus, le faire moins, le faire différemment? Et parfois, je n'ai pas forcément la main sur le fait de arrêter une tâche qui est insatisfaisante ou la faire plus ou la faire moins, mais je peux toujours faire peut-être évoluer ma façon de concevoir cette ligne. Donc, on parle ici de changements cognitifs, changements mentaux. Comment je peux évoluer? Peut-être, c'est une tâche que j'ai à faire pendant une certaine temporalité dans ma carrière, mais ça va s'arrêter. Peut-être, je suis d'accord cette tâche est un peu moins satisfaisante parce que la majorité de mon travail l'est. Voilà. On va réfléchir ici aussi à des changements mentaux. Et sur ce qu'on peut faire bouger et ce qu'on décide de faire bouger, que ce soit des changements concrets ou des changements mentaux, comment je m'y prends? Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Quels engagements je prends pour me lancer et voir réellement des résultats? Donc, je me fixe des buts, je me fixe des chemins pour les atteindre. Je m'engage avec aussi la volonté. Ici, on a plein d'outils en psychologie positive du chercheur, par exemple, Snyder, pour aller travailler cet espoir, cette façon de rendre concrète notre volonté, nos engagements et d'avancer. Donc, le job crafting, c'est ça. Vous avez ici l'idée générale. Je crois que je vous ai mis une slide juste après pour vous dire, vous pouvez vous entraîner. Essayez de faire ça, une sorte de job crafting flash pour demain. Listez ce que vous avez prévu. Demandez-vous comment vous allez les réaliser, quelles émotions ça vous procure, qu'est-ce que vous allez utiliser comme force, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est des choses que vous voulez faire, que vous pouvez faire, que vous aimeriez faire plus? Comment vous y prendre? Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Le job crafting, c'est quelque chose qui a particulièrement été investi pendant la période du Covid parce que les conditions exceptionnelles ont permis de rendre le travailleur plus autonome dans sa prise de décision. Et je vous ai mis aussi dans les slides 2 résultats dans le monde médico-social de cette
technique du job crafting, hein. On a vu que c'est des soignants qui ont, par exemple, dans cette étude-là, des soignants qui ont travaillé sur leur rôle, sur les ressources de leur environnement, des ressources qu'ils ont même produits eux-mêmes. En fait, ils ont façonné leur rôle, leurs ressources. Ils ont appris sur des nouvelles façons de faire dans des conditions qui l'ont permis de booster leur autonomie. Donc, évidemment, le job crafting marche si on favorise une certaine autonomie. Rappelez-vous, toujours dans la notion gagnant-gagnant. Et puis, je vous ai aussi mis cet article sur la valorisation de la mission soignante. Le job crafting est-il la clé? Et ici aussi, on a vu, encore une fois, cette notion que la capacité d'agir qui est donnée aux personnes pour prendre en main leur travail est indispensable. C'est ce qui va permettre de prendre soin des autres, du collectif, travailler sur cette qualité du travail donné, du travail rendu. Est-ce on amène quelque chose dans le soin, par exemple, ici? Est-ce qu'on valorise un travail bien fait parce qu'on nous a donné les clés de le faire à notre image? C'est ça qui est important. Et pourquoi on vous propose ici le job crafting? En tout cas, c'est la méthodologie qu'on développe dans la formation sur les 2 jours. C'est parce qu'elle est importante pour nous, pour les personnes qu'on accompagne, qu'elles se sentent aussi dans leur poste bien. Et c'est une méthodologie qui va être importante et intéressante pour favoriser ce maintien dans l'emploi, pour favoriser cet engagement, cette satisfaction et lutter contre l'absentéisme, hein, parce que vous le comprenez assez facilement, si on est en phase entre ce que l'on est et le travail qu'on a à fournir, plus cette adéquation marche, plus on a envie de rester et de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, plus on arrive à aller vers le haut à droite du cadran, la satisfaction et l'engagement. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc dans ces 3 notions de la psychologie positive au travail, des leviers et du job crafting. Alors, c'est je vous l'avais dit au début, hein, une invitation, une première découverte. Il y a plein de choses à voir derrière. Donc, dans les slides que vous avez en téléchargement en bas, vous avez beaucoup de ressources qui vous permettent d'aller plus loin, des sites en français, des articles de recherche. Pour clôturer ce webinaire, j'ai 2 éléments, peut-être celui-là à vous dire, les 3 points à retenir, donc l'engagement et la satisfaction, il faut les 2 pour une performance durable. Il y a 18 leviers scientifiques à développer pour booster et arriver à cette équation, donc il y a de quoi faire. Tout ce que vous pouvez entreprendre sur ces 18 leviers favoriseront l'atteinte de cette équation, ou en tout cas le mouvement vers ça. Et puis, oser crafter, ça veut dire oser prendre en main et faire un travail à son image, dans la mesure de ce qui est possible, de l'autonomie qui nous est laissée. Et c'est ce qui va amener vraiment de la saveur à nos engagements professionnels. Je finis avec la phrase de Serge Marquis, que vous connaissez peut-être, mais qui dit ça: ne croyez rien de tout ce que je vous dis, faites-le, essayez, reprenez peut-être certains des concepts, essayez de découvrir vos forces, regardez dans quelle émotion, essayez de voir comment faire bouger les choses. C'est simplement en testant qu'on pourra voir l'efficacité de tout ce travail-là qui est fait par les chercheurs de la psychologie positive. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous propose qu'on prenne quelques questions, toutes les questions que vous avez sur cette présentation et d'autres choses que ça a réveillé en vous. Je vais y répondre pendant les 20 minutes qui nous restent. Je crois juste en tête que j'ai quelque chose à vous dire. C'est que sur la slide du POP, ici, vous avez un QR code qui vous permettra d'identifier vous où vous en êtes sur ces 3 étapes. Comment vous allez, comment va le travail et quels sont les leviers pour vous qui sont fonctionnels, ceux qui marchent un peu moins bien, et voir ce que vous donnez aussi des idées de quoi faire. Si ça vous intéresse d'évaluer votre propre niveau d'engagement, de satisfaction et votre niveau sur ces leviers, scannez le QR code où vous avez ici, alors c'est en petit, mais quand vous téléchargez les slides, ça sera plus lisible. Vous avez le lien. Vous pouvez le faire et c'est un test qui est gratuit jusqu'au 31 mars. Donc, je vous invite à le faire pour évaluer votre niveau de bien-être et d'engagement au travail. J'arrête le partage. Marie-Hélène, peut-être, je regarde les questions alors qu'on a ensemble. Donc, Fanny, vous demandiez comment a été déterminé l'engagement. Alors, l'engagement, il y a plusieurs travailleurs qui ont été faits dessus, plusieurs travaux qui ont été faits dessus, plusieurs notions pour l'engagement. Moi, je vous ai repris le travail qui est fait par
Chauffellier, alors si je peux vous le remontrer. En tout cas, c'est une notion et c'est pour ça que l'écart entre les 6 et les 33% sont très différents parce qu'on n'utilise pas les mêmes échelles de mesure. Il y a une échelle qui s'appelle l'échelle Utrecht, qui est 12 questions posées sur l'engagement avec bien ces notions de vigueur, d'absorption et de dévouement. Donc, ça veut dire être engagé, être dans la tâche qu'on a à faire et être... dans la notion d'engagement, il y a aussi cette notion de flow que vous avez peut-être entendu, c'est je suis absorbée par les tâches, je suis concrètement investie, j'en oublie le temps. Je vous avais mis la définition dans les slides de ce qu'est l'engagement et c'est pour ça que je vous invite à, quand on parle des termes, de bien aller sur cette notion-là parce qu'il y a plein de façons de le définir, l'engagement. Et ici, il est vraiment appuyé sur des échelles de mesure. Alors, le QR code, je vous l'ai remontré. Je balaye un petit peu les questions. L'échelle de, vous me mettez, donc c'est la Q12 qui s'appelle l'échelle du Gallup. Je vais vous marquer dans le chat. Hop. Et ce que aussi quelqu'un me demande, c'est la slide de la formation. Alors, je vous mets ici les indications. Hop, regardez. Pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin et pour peut-être tester le job crafting ensemble sur 2 jours, voilà la slide qui devrait être partagée et que vous ne voyez plus. Donc, le 26-27 septembre, donc la formation active, elle est à Montpellier, sur exactement cette même thématique et on détaille ensemble, on déroule le job crafting, on travaille sur vos forces, on travaille sur les émotions et on voit vraiment des pratiques concrètes. C'est aussi une formation qui peut être faite dans vos locaux, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je vais redemander à Marie-Hélène si elle a vu passer d'autres questions, parce que si je remonte tout le chat, je risque de vous perdre un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à me les mettre. Est-ce que l'on peut considérer que le job crafting est l'écart entre le travail prescrit et le travail réel? C'est intéressant parce que dans le travail, je pourrais répondre oui à votre question, Sandrine, mais à condition que le travail réel, ce soit un travail dans lequel, en plus, ou le travail prescrit est fait à l'image de la personne qui l'investit. Donc, on va dire, en fonction de la personne, comment ce travail prescrit, elle l'incarne, elle le rend réel. Dans le job crafting, on est vraiment sur une adéquation avec ce que l'on est. Parfois, le travail réel est plus négatif que le travail prescrit. On va dire, la réalité ne permet pas de faire tout ce qui est indiqué. Donc, dans ce que je comprends de votre question, oui, on peut considérer que le job crafting, c'est la façon de rendre réel ce qui est prescrite et de le faire avec cette adéquation positive avec son poste. Je ne sais pas si j'ai compris, mais vous pouvez revenir sur les institutions. Vous me posez ça comme question. Alors, c'est moi qui ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Les ressources organisationnelles, c'est ça dont vous voulez me parler? Je ne sais pas si c'était cette partie-là. Hop, mais je vais quand même essayer de vous repartager cette slide en vous disant, je ne sais pas du tout si je réponds à votre question, Enrique, mais vous me direz. Dans les institutions, ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a tout une responsabilité en termes d'engagement et de satisfaction qui est comprise dans les ressources organisationnelles. Donc ici, ceux qui ont la main sur ces leviers, c'est les instances de direction, les managers, les services autonomes, on va dire, qui peuvent, eux, proposer des actions concernant ces différents leviers. Je sais que dans tout ce qui est la prévention de la désinsertion professionnelle, vous proposez des dispositifs qui vont travailler sur l'accompagnement du salarié par son manager, par exemple, ou des conditions de travail adaptées. On pourrait dire que ces notions-là, elles vont booster ici le management et les conditions de travail qui sont 2 leviers importants pour renforcer l'engagement et la satisfaction. Il y a aussi tout un travail des institutions qui est fait et qui peut être fait ou qui peut être renforcé sur la mission positive. À quoi sert ce que l'on fait et ce que je vous propose? Pourquoi vous travaillez dans cette institution et pas une autre? Souvent,
Je le fais dans le monde des entreprises, mais on travaille voilà, sur cette notion de raison d'être. Je sais que dans le champ médical, par exemple, la mission positive, ce à quoi sert notre travail en général, c'est un levier très important. Et on a d'ailleurs vu dans la recherche que la mission positive est très corrélée avec le sens de notre travail. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les ressources plutôt du rôle, et aussi le sens de la vie. On appelle ça le triangle du sens. C'est quelque chose qui est important. Si le travail en général a un sens dans ma vie, si le travail que je fais tous les jours a du sens concrètement, et s'il est fait dans une institution qui a du sens pour moi, alors on combine 3 types de sens très importants. Si par contre, certains de ces sens-là ne sont pas là, je sais concrètement pas ce que j'ai à faire, ça n'a pas de sens direct, je vois pas du tout à quoi sert mon métier directement, ou alors je suis dans une institution dont je suis pas en phase avec les valeurs, et ben vous voyez très bien que c'est ce qui explique parfois un désengagement du collaborateur qui a du mal à s'investir dans une institution dans laquelle il ne se retrouve pas. J'espère que ça répond à votre question, Enrica, c'est ce que j'en ai compris. Et le job crafting a-t-il aussi un impact dans les situations de surcharge de travail? C'est très important ça, et c'est d'ailleurs un des super leviers d'utilisation du job crafting. Parce que parfois, quand on accompagne les gens on va dire épuisés, fatigués, en surcharge de travail, quand on pose la question, mais du coup, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parfois, là, on est dans un flou assez grand parce que, d'ailleurs, on est tellement surchargé qu'on a du mal à identifier tout ce qu'on a à faire. C'est pour ça que dans le job crafting, je vous ai expliqué que la première étape, qui est vraiment une grosse étape, elle est de lister ce qu'on a à faire. Et cette étape, elle peut parfois prendre en accompagnement individuel plusieurs séances, même en entretien collectif, parce que si vous essayez de définir vos tâches, vous pouvez les définir de façon très grande, d'accord? Je vais prendre sur mon métier, c'est plus facile, mais j'anime des formations, je fais des accompagnements individuels, j'accompagne des entreprises, je gère mon site internet. Voilà. Vous voyez, on peut rester sur des tâches grandes comme ça. Et puis après, on peut rentrer dans des tâches beaucoup plus spécifiques. Et c'est ce que nous invite à faire le job crafting, c'est rentrer dans la précision. Parce que j'anime des conférences, c'est bien, mais c'est pas du tout toujours les mêmes thématiques, ni les mêmes publics. Animer une conférence en distanciel, comme on est là actuellement, c'est pas la même chose qu'animer une formation en présentiel, comme on fait sur Montpellier. Et bien du coup, pour moi, ça n'active pas les mêmes émotions, ni les mêmes forces, ni le même sens. Et vous voyez donc que la première étape de faire le point sur son travail, ça permet de lister tout ce qu'il y a à faire. Et parfois, quand on fait ça, c'est là où on commence à comprendre que oui, la surcharge de travail que je sens en ce moment-là, c'est parce que le nombre de tâches que j'ai à faire actuellement est vraiment très important. Et parfois, quand on les identifie, il y a des tâches essentielles, il y en a d'autres moins essentielles, il y a des tâches sur lesquelles on a une grande satisfaction, d'autres un peu moins. Et finalement, cette première étape de d'écrire, elle est déjà une première étape de prise d'engagement, prise de décision, prise d'évolution. Donc, c'est un super outil en cas de surcharge de travail parce qu'il nous invite à faire un stop, comprendre où on en est et voir s'il y a des choses qu'on peut faire bouger et comment s'y prendre. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours faire bouger des choses, je vous l'avais dit, soit concrètement, soit mentalement, mais ça nous aide aussi à réajuster le travail. Réajuster sa quantité de travail. Et ce qui me vient en tête, c'est aussi un exemple d'une demande que j'avais eue sur une entreprise qui voulait que je fasse du job crafting pour des collaborateurs en perte de sens. Ce qui est intéressant aussi, et ce qu'il faut se dire dans la technique du job crafting, c'est qu'on analyse son travail et on regarde. Avec parfois une analyse qui ne récupère pas des résultats qu'on espérait. On voit une grande partie des tâches qu'on a à faire qui baladent à côté d'elles des émotions plutôt compliquées, qui nous mangent de l'énergie parce qu'on n'utilise non pas des forces, mais des compétences. Parfois, il y a un tableau à la fin de l'analyse qui n'est pas celui qu'on espérerait sur notre poste. Parfois même, certains job crafting pourraient éventuellement donner l'envie ou l'impression que notre poste ne nous correspond plus et nous faire bouger de poste. Alors, ça arrive parfois. Faut pas se cacher, c'est vrai. Mais par contre, c'est pas permanent. C'est plutôt une première confrontation qui nous invite à faire des changements. Et ces changements sont souvent bien nécessaires, on va dire indispensables et nécessaires pour nous garder en poste. Et c'est ça qu'on cherche à travailler aujourd'hui dans ce webinaire, le maintien en poste. C'est qu'en fait,
il vaut mieux aller confronter la situation, regarder, et c'est en adressant le sujet qu'on va vraiment voir quoi faire bouger et comment nous y prendre. Je fais beaucoup de bilans de compétences. Dans les bilans de compétences, la plupart des gens qui arrivent au début des bilans de compétences, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent bouger de travail, changer de travail et parfois changer de tout au tout, évidemment parce qu'il y a une fatigue, il y a une surcharge, il y a quelque chose qui n'est plus en adéquation. Mais il y a très peu de bilans de compétences qui finissent sur un changement complet de carrière. Il y en a, hein, ça existe, mais de la même façon, parfois c'est des ajustements, des grands ajustements ou des petits ajustements qui font une grande différence, peu importe, mais c'est en bougeant ces lignes qu'on arrive à remettre en phase la personne et son poste et recréer de la satisfaction, recréer de la motivation à faire ce qu'on a à faire et dans ce cas-là, du coup, regagner dans cette performance durable et cette envie d'avancer. Donc, merci Fanny pour la question et j'espère que je veux plus vous y répondre. Je ne sais pas si j'ai passé des questions ou d'autres choses que vous aimeriez qu'on voit ensemble. Donc, vous allez avoir le replay pour toutes les personnes inscrites, un lien avec le replay. Vous allez pouvoir télécharger le diaporama avec les slides. S'il y a des choses qui vous manquent, vous n'hésitez pas à écrire du coup à Raphaël. Donc, je vous remets ici le numéro et l'email. Donc, vous pouvez ici récupérer tout ce dont vous aurez besoin. S'il y a d'autres questions qui viennent dans l'après-coup, n'hésitez pas. Je prendrai du temps pour y répondre. Raphaël me les fera passer. Donc, je ne sais pas si quelqu'un n'a pas eu de réponse à sa question. Est-ce que vous voyez d'autres choses ? Je regarde, je balaye avec vous, mais je n'ai pas l'impression. Je vous remercie de me remercier dans le chat. En tout cas, j'étais contente de vous partager ces premières bribes peut-être ou des rappels pour d'autres qui connaissent déjà bien la psychologie positive et ces notions de job crafting. Donc, merci beaucoup d'avoir été nombreux en ligne et puis merci beaucoup à ceux qui ont regardé le replay jusque-là. Pour les questions pratiques, administratives, contactez Raphaël Boignet. Je vais vous laisser plutôt voir ça là-bas. J'espère que ça a été clair pour vous, que vous partez avec des petites idées, peut-être nouvelles, pour réfléchir à cette notion de maintien en poste. Lutter contre ces fléaux du turnover, des abandons de poste, de la perte des talents. Voilà. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Parfois des choses très personnalisées, parfois des choses plus de grande ampleur, mais avec plaisir aussi de parler de ces sujets en direct avec vous en septembre. Je vous remercie et puis je vais arrêter ici la diffusion. Tac. Bonne journée à tous.